Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Les autorités maliennes interpellées par la Cour de justice de la CEDEAO, saisie pour violation des droits de Mokta Wane et de Bandao, la Cour demande des explications d'ici le 28 août. Nouveau massacre djihadiste à l'ouest du Niger. Plusieurs villageois ont trouvé la mort vendredi dernier, selon le rapport d'un élu local. Une semaine déjà que sortir de l'Afghanistan est un véritable calvaire. La foule ne désemplit pas l'aéroport depuis la prise du pouvoir par les talibans. Retour sur le terrain dans ce journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Une nouvelle attaque vendredi soir au Niger a fait une dizaine de morts. Elle a eu lieu dans un village de la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, dans la zone dite des trois frontières, ont annoncé samedi un élu local et un habitant. L'attaque de vendredi soir a eu lieu dans le village de Thème, dans la commune d'Anzourou, au Niger, au moment où les gens priaient. Après 20 heures, a indiqué un élu local. Bilan, 17 morts et 5 blessés. Thème est situé à une vingtaine de kilomètres de Ziban Kourazeno, Ziban Kouirategui et de Gadabo, 3 autres villages de la commune d'Anzourou ciblés à plusieurs reprises par le passé. En mars, 13 personnes avaient été tuées par des djihadistes présumés et en mai, une série d'attaques avait contraint plus de 11 000 habitants à fuir leur foyer. Des députés de cette région ont réclamé vendredi un renforcement des mesures de sécurité dans cette zone instable de près de 100 000 km² où cohabitent les ethnies Djerma Peul, Touareg et Aoussa. En un mois, 98 civils et 19 gendarmes ont été tués dans 3 départements de la région, Banibangou, Torodi et Abala, rappellent les élus. Le dernier massacre de civils remonte au 16 août dans le village de Dareidaï, où des hommes armés à moto ont tué 37 personnes travaillant dans un champ, dont 4 femmes et 13 mineurs, selon un bilan officiel. Les groupes djihadistes opérant dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, sont notamment affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a demandé au Mali de fournir d'ici au 28 août un mémoire justifiant les violations présumées des droits de Mokta Wane et Bandao. C'est ce qu'a indiqué l'avocat de ces 2 anciens dirigeants de la transition. Reportage. Une requête déposée par Bandao et Mokta Wane contre l'État du Mali a été enregistrée par le greffe de la Cour de la justice de la CEDEAO le 21 juillet 2021, a écrit la Cour de justice, dont le siège est à Abuja, au Nigeria, dans un communiqué publié vendredi par l'avocat des 2 anciens dirigeants. La Cour a invité le Mali à produire un mémoire en défense dans un délai d'1 mois. Passé ce délai, les requérants seront entendus et un arrêt par défaut réputé contradictoire doit être rendu. Les autorités, président et premier ministre compris, ont jusqu'au 28 août pour s'expliquer sur les violations des droits de liberté de Bandao et Mokta Wane, a souligné Mamadou Ismaïla Koné, l'avocat. Sur Twitter, l'ex-premier ministre de transition malien Mokta Wane et Bandao, ancien président de la transition, ouverte après un premier coup d'État militaire en août 2020, ont été arrêtés le 24 mai 2021 dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir dans un délai de 18 mois.
Début août, le Premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga a assuré que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Le doute persiste cependant quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans ce pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Le directeur exécutif de Chapter 4, la principale organisation de défense des libertés civiles en Ouganda, et la présidente de la Coalition des citoyens pour la démocratie électorale, en sigle CCEDU, ont réagi à la décision du gouvernement ougandais de fermer 54 ONG. La fermeture a été ordonnée avec effet immédiat, a déclaré dans un communiqué le Bureau national des ONG qui dépend du ministère des Affaires intérieures. Elles sont accusées de non-conformité avec la législation et opéraient sans être enregistrées avec des permis expirés ou non, a communiqué à plusieurs reprises leur rapport et compte annuel, a-t-il affirmé. Certaines des organisations concernées par cette décision avaient participé à une opération d'observation de l'élection présidentielle controversée en janvier. Cette opération avait fait l'objet d'une perquisition par les forces de sécurité et plusieurs dirigeants avaient été arrêtés. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Ils nous ont ordonné de cesser nos activités. Nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu car, depuis janvier de cette année, nous avons déposé tous les rapports que la loi nous impose de déposer, même ceux que nous n'avions pas déposés les années précédentes. Nous avons remédié à cette situation et nous espérons que cette information permettra de clarifier notre propre situation. Il s'agit d'une continuation de la restriction de l'espace civique en Ouganda par le biais de contraintes juridiques, administratives et physiques sur les organisations à travers le pays, ciblant les organisations qui sont largement impliquées dans le travail de gouvernance et représentant donc, à mon avis, une répression plus large de la société civile par des moyens administratifs. La société civile, regardez, elle critique. Elle critique le mal et si vous avez un gouvernement qui ne veut pas de critique, et pourtant la critique est bonne. Parce que lorsque vous gouvernez et que certaines personnes vous critiquent, elles vous montrent où vous n'êtes pas à la hauteur et donc vous corrigez cela. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a dénoncé dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles qu'il n'a pas nommées. C'était à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Le roi du Maroc a dénoncé vendredi dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles qu'il n'a pas nommées. Selon Mohamed VI, son pays, au même que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leur marché et leur sphère d'influence dans la région maghrébine, a-t-il ajouté sans autre précision. Le roi a ensuite souhaité fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, en citant l'Espagne, mais aussi la France dans un discours prononcé pour le 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Il a par ailleurs dénoncé une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Récemment, le royaume a été accusé d'avoir utilisé le logiciel d'espionnage Pegasus, conçu par la société israélienne ENSO dans le cadre d'une vaste enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux sur la base de données obtenues par l'organisation Forbidden Story et par
Amnesty International. Rabat a catégoriquement démenti ces allégations mensongères et infondées et enclenché plusieurs procédures judiciaires en France, en Espagne et en Allemagne. La gigantesque opération d'évacuation à Kaboul, qualifiée vendredi par Joe Biden de l'une des plus difficiles de l'histoire, mobilise depuis dimanche dans des conditions chaotiques des avions du monde entier. Ceci pour évacuer par l'aéroport de la capitale afghane des diplomates, d'autres étrangers et des Afghans fuyant un pays tombé aux mains des talibans. Reportage. Les États-Unis, qui prévoient d'évacuer plus de 30 000 Américains et civils afghans via leur base de Koweït et au Qatar, ont déjà évacué plus de 13 000 personnes depuis le début des opérations le 14 août, a indiqué vendredi le président américain. Joe Biden a affirmé qu'il ne pouvait pas garantir l'issue finale de l'opération d'évacuation à Kaboul, l'une des plus difficiles de l'histoire au terme d'une guerre longue de 20 ans en Afghanistan. L'OTAN a appelé vendredi les talibans à permettre aux personnes voulant être évacuées de quitter l'Afghanistan et à ce que les pays membres de l'organisation restent en étroite collaboration concernant les opérations d'évacuation. Si de milliers de personnes ont déjà pu être évacuées, les talibans sont désormais accusés de traquer pour les arrêter des Afghans ayant travaillé pour l'OTAN et de restreindre l'accès à l'aéroport. Le ministère italien de la Défense a indiqué vendredi soir qu'un millier d'Afghans avaient été évacués en Italie ces 5 derniers jours, précisant que d'autres Afghans attendaient de l'être à l'aéroport de Kaboul. Reporters sans frontières a demandé samedi au président américain Joe Biden un plan spécial pour l'évacuation des journalistes afghans, selon un communiqué de l'ONG. Les projets d'évacuation préparés par d'autres pays, notamment européens, sont largement entravés par la gestion des accès aux avions, déplore l'ONG. RSF préconise la mise en place de facilités d'accès et l'identification pour les journalistes et les défenseurs des droits humains figurant sur les listes de différents pays et organisations ainsi qu'un couloir humanitaire et un périmètre spécial. Les talibans tentent de convaincre qu'ils ne cherchent pas à se venger de leurs anciens ennemis, promettant de nombreuses différences par rapport à leur précédent règne entre 1996 et 2001. Mais selon un rapport d'un groupe d'experts travaillant pour l'ONU, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan possèdent des listes prioritaires d'Afghans recherchés, les plus menacés étant les gradés de l'armée, de la police et du renseignement. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.